Mes chers collègues, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans cette belle salle des affaires européennes. Je souhaite tout d'abord la bienvenue en notre nom à tous, à Madame la secrétaire d'État, chère Salima, bienvenue. Nous vous remercions, nous sommes heureux de vous recevoir pour cette première audition plénière de la délégation. À la suite de votre nomination aux fonctions de secrétaire d'État chargé à l'égalité entre les femmes et les hommes, il nous a paru en effet essentiel de vous entendre afin que vous présentiez votre feuille de route, que nous puissions échanger sur les sujets qui nous animent. Ils sont nombreux, de la lutte contre les violences à l'autonomie économique, en passant par la diplomatie féministe ou encore évidemment à l'éducation complète à la sexualité. J'aimerais, pour ma part, insister sur 4 sujets. Je vous les propose. La lutte contre les violences sexuelles a de nouveau été placée au cœur de l'actualité, notamment par le procès de Dominique Pellicot. Et la délégation sera particulièrement attentive alors que s'ouvre la discussion sur le projet de loi de finances aux moyens qui seront consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, à la réponse judiciaire et à l'accompagnement des victimes qui doit mobiliser les acteurs concernés. Par ailleurs, nous avions lancé sous la dernière législature une réflexion sur l'opportunité, en tout cas le besoin, d'intégrer la notion du consentement dans la définition pénale du viol pour mieux répondre non seulement aux évolutions, aux attentes de la société, mais pour continuer de mieux protéger les victimes et finalement d'avancer sur ce crime qui est encore trop largement impuni. Et il ne s'agit évidemment pas dans cette introduction d'accroître les difficultés des victimes, mais de prendre en compte toutes les situations d'emprise, de vulnérabilité qui le sont insuffisamment et de réduire le taux de classement sans suite qui est encore bien trop nombreux. Enfin, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle doit être renforcée. La loi appliquée si nous voulons lutter efficacement contre les violences et la culture du viol. Nous allons d'ailleurs auditionner notre ministre Anne Genetet. La date est en cours de montage sur ce sujet et nous aimerions savoir quels sont les engagements de votre ministère. Ma deuxième question portera sur la pratique sportive des femmes à laquelle je suis très attachée. Nul n'est besoin de rappeler le caractère plutôt fondamental de la pratique sportive pour la santé des femmes, mais aussi pour la promotion de l'égalité des genres. Et on a bien vu le rassemblement de cet été à travers les JO, cette réussite. Les JO, les Paralympiques nous ont donné de magnifiques exemples. À la délégation, nous avons réalisé un rapport avec mon collègue Stéphane Viry qui a fait finalement des propositions dans 4 domaines clés: l'éducation, la visibilité, en tout cas les médias, la gouvernance et le financement du sport. Donc on a un sujet évidemment d'héritage des Jeux et de votre point de vue, quels sont les sujets que nous pourrions reprendre. Et par ailleurs, en cette période budgétaire et dans le prolongement des travaux qu'avaient fait à notre mandat précédent Céline Calvez et Sandrine Josso, je voudrais citer le travail sur la budgétisation intégrant l'égalité. Nos 2 collègues, Sandrine Josso, peut-être que Céline Calvez nous rejoindra également, vous questionneront vraisemblablement sur ces questions-là. Il y avait eu un rapport de l'Inspection générale des finances et du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'aimerais savoir cette mission, si elle a fait l'état d'un rapport, est-ce qu'il est mis en place. Nous avions évoqué le fait que notre budget 2025 intégrerait la budgétisation, donc qu'en est-il? Et enfin, nous portons une attention particulière à la diplomatie féministe. Nous avons sollicité Jean-Noël Barrot sur ce sujet dans un contexte international où on a beaucoup de discours anti-droit, des financements internationaux sur ces mouvements anti-choix, anti-droit. Et donc, notre mobilisation est importante. La France, elle doit être à l'avant-garde de ce combat au niveau mondial, tant du point de vue des moyens, mais aussi finalement de l'engagement politique. Alors, nous espérons pouvoir compter sur vous, sur tous ces sujets-là. Et évidemment, j'espère que le fonds de soutien aux organisations féministes sera pérennisé et ainsi que la stratégie internationale qui est très attendue pour la fin de l'année. Voilà. Et je serais particulièrement intéressée d'entendre votre position sur ces sujets.
évidemment, il y aura plein d'autres thèmes que nos députés adresseront. Dans un premier temps, je vous propose de prendre la parole. Ensuite, nous entendrons nos deux co-rapporteurs pour le projet de loi de finances pour 2025, Mme Julie Delpech et Mme Céline Thiébaut-Martinez, qui auront toutes deux un temps de 2 minutes chacune. Puis ensuite, nous aurons nos orateurs de groupe, puis les questions. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Véronique Riotton. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs. Donc, je suis très heureuse de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. J'ai pris mes fonctions il y a 1 mois maintenant en tant que secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, et je n'ai jamais été parlementaire. En revanche, comme tous les concitoyens et les concitoyennes de ce pays, je m'intéresse beaucoup aux travaux et aux débats qui ont lieu ici à l'Assemblée nationale et également au Sénat. Et je sais à quel point la délégation du droit des femmes est une délégation active et engagée et que c'est un aiguillon de l'action publique. Elle est en capacité à la fois d'évaluer, de corriger, mais surtout de faire progresser, de faire avancer la cause. Et c'est ce qui nous tient tous à cœur aujourd'hui. Donc, je ne doute pas qu'aujourd'hui, nos échanges seront fructueux. Mais ce que je souhaite, c'est qu'ils soient surtout réguliers. La dernière législature, même si elle a duré que 2 ans, elle a été quand même assez productive avec des avancées assez importantes. Et notamment, je pense à la loi du 28 février 2023 qui instituait l'aide d'urgence universelle pour les victimes de violences conjugales. Et je pense évidemment à la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 qui garantit la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse. Et je suis convaincue que nous aurons l'occasion de travailler ensemble lorsqu'il sera nécessaire de nouvelles avancées législatives. Et vous pourrez compter sur mon engagement, sur mon respect du Parlement et sur ma volonté d'avancer dans le dialogue et la concertation. Et surtout de m'appuyer, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, sur vos expertises, vos connaissances de terrain et l'ensemble des rapports sur lesquels vous travaillez. Vous le savez, j'ai été préfète de la Corrèze, j'ai été présidente d'un établissement public, c'est l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Et donc la politique d'égalité entre les femmes et les hommes que je compte mener, elle ne se limitera pas uniquement à Paris et elle ne sera pas vue uniquement de Paris. Elle sera pragmatique et adaptée à l'ensemble des territoires. Et je pense également, ma chère Amelia, aux Français et Françaises qui sont à l'étranger. Et ce sera en vous écoutant et en vous consultant, vous qui représentez nos concitoyens, qu'on travaillera ensemble. Et c'est ça la méthode que je vous propose. En ce qui concerne maintenant mes priorités, la première ne vous surprendra pas, c'est la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et d'ailleurs une priorité de l'ensemble du gouvernement. Et je tiens à rappeler, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a bien fait mention de ce sujet comme une priorité. Mais il ne s'agit pas que de mots, puisque j'ai obtenu que le budget qui est alloué au programme 137 soit à minima maintenu, mais surtout augmenté de 10%. Et je compte sur vous, puisque c'est maintenant les discussions budgétaires au sein du Parlement, pour apporter le soutien et faire en sorte que ça ne change pas et que ces 10% d'augmentation soient bien maintenus sur ce programme. Depuis 2017, les politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, une grande cause du quinquennat du président de la République, ont connu une forte accélération. Les lignes ont commencé à bouger et beaucoup d'entre vous ont pris part activement aux évolutions législatives de ces dernières années. Et je souhaite vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation, votre engagement. Et sur le terrain, les choses ont évolué. Il y a plus d'ordonnances de protection, plus de bracelets anti-rapprochement et plus de logements d'urgence. Ou encore plus de maisons des femmes, 75 à ce jour. Certaines avec des unités comme celle que j'ai pu visiter à l'Hôtel Dieu et celle en Seine-Saint-Denis qui permettent de porter plainte et de récupérer des preuves. Il y a l'aide universelle d'urgence qui a démontré très rapidement son utilité et donc, comme je vous l'ai dit, le financement sera assuré pour cette année 2025.
Et il y a ce dispositif complet auquel je crois beaucoup, ce Pacte Nouveau Départ. D'ailleurs, la semaine dernière, je me suis rendue dans le Val d'Oise pour justement en parler avec la CAF, avec le tribunal, et pour voir où ils en étaient, puisque au bout d'un an, on peut faire une évaluation et regarder à quel point l'expérimentation est efficace. Et d'ailleurs, je compte bien me rendre dans les 4 autres départements qui ont prévu de le déployer, et notamment à La Réunion, puisque comme je vous l'ai dit, je compte bien aller sur le terrain, mais je n'ai pas l'intention d'oublier nos concitoyens et concitoyennes de l'outre-mer. C'est important. Et en tant qu'ancienne préfète, je sais ce qu'on peut attendre d'un tel dispositif, beaucoup de coordination, et quand tous les acteurs sont mobilisés, quand le parcours est vraiment construit autour de la personne, quand l'énergie se maintient, c'est formidable. Mais pour cela, il faut de l'énergie politique. Et il faut, vous me permettez l'expression, mouiller la chemise. Et c'est bien la raison pour laquelle je réunirai tous les acteurs dans les départements et je suivrai personnellement l'ensemble des actions et leur bilan. Et pour être certaine que ce dispositif se mettra en place et que nous puissions ensuite le généraliser dans toute la France, tous ces dispositifs représentent des progrès évidents. Mais, vous le savez tous et toutes, tout n'est pas réglé pour autant. D'une part, nous devons aller plus loin encore dans la lutte contre les violences conjugales. Et d'autre part, vous le savez, les violences faites aux femmes ne se limitent pas aux violences conjugales. Et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles hors du cadre conjugal et familial demeure un point faible de notre action. 7 ans après MeToo, le compte n'y est pas. Cette année, les associations recensent déjà plus de 100 femmes qui ont été victimes de féminicide. Ces chiffres devront bien entendu être confirmés par le ministère de la Justice, mais cet ordre de grandeur n'est pas acceptable. Ce sont 100 drames de trop. Et près d'1,5 million de femmes ont déclaré en 2023 avoir subi des violences sexuelles hors du cadre familial, et elles ne sont que 2% à avoir porté plainte auprès des forces de l'ordre. Ces chiffres doivent nous alerter, je sais que c'est le cas, mais ils doivent aussi nous mobiliser, alors même que l'actualité des dernières semaines a encore été marquée par des drames intolérables. Les Français et les Françaises sont en colère face à la récidive des criminels sexuels, et notre société commence à prendre la mesure de la réalité de la soumission chimique. Je salue d'ailleurs le courage de la députée Sandrine Josso, dont j'attends avec impatience les propositions dans le cadre de sa mission qui a été reconduite par le Premier ministre. Vous avez eu le courage de le dire, vous avez eu le courage de le faire. Vous vous êtes engagé auprès de Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, au sein de son association M'endors pas, pour faire bouger les lignes. Je serai toujours à vos côtés, vous pouvez compter sur moi. Et Caroline Darian me l'a dit quand nous nous sommes rencontrés, toutes les trois, il y a encore urgence à agir. Et il est temps d'accélérer. C'est pour ça que j'ai installé ce lundi une cellule d'urgence dont vous faites partie, Madame la Présidente Véronique Rioton, ainsi que Monsieur le Vice-président Guillaume Gouffier-Valente, que je ne vois pas aujourd'hui. L'objectif est clair et la méthode très pragmatique. Identifier des priorités d'action, recenser des propositions déjà sur la table, arbitrer, expérimenter, évaluer. Et tout n'est pas forcément coûteux, tout n'est pas forcément long à mettre en place, mais beaucoup peut être fait pour protéger, éduquer et agir. De premières mesures fortes seront annoncées dès le lundi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai tenu à avancer sur cette date pour nous obliger tous et toutes à trouver et à formuler des propositions concrètes et à avancer vite, puisqu'il est temps d'accélérer. Et d'autres suivront et qui tiendront notamment compte des propositions de votre mission, Madame la députée Sandrine Josso. Et d'ores et déjà, certains de mes collègues se sont engagés à faire plus et mieux, comme le ministre de l'Intérieur qui va relancer la formation des policiers et des gendarmes aux violences intrafamiliales. Avec le garde des Sceaux, nous serons très attentifs aux conclusions de votre mission, Madame la Présidente, et Marie-Charlotte Garin, au sujet justement de cette notion de consentement. Nous sommes prêts ensemble à travailler à une évolution de notre droit, et notamment cette notion de consentement en étant assez prudent et expert sur la formulation de cette notion. Et nous avons un travail extrêmement important à entreprendre avec l'éducation nationale pour mettre fin à 20 ans d'impuissance publique en matière d'éducation à la vie affective et à la sexualité. Nous devons comprendre pourquoi la loi de 2001 n'est toujours pas appliquée. Sans une éducation à la sexualité réellement dispensée, nous ne ferons pas progresser le consentement. Et pour moi,
C'est une priorité. Plus largement, certaines associations demandent une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles. C'est une question dont nous devons débattre ensemble dans le seul souci de l'efficacité. Comment faire appliquer les lois existantes à l'image de celles de 2001 ? Faut-il de nouvelles dispositions législatives ? Faut-il une loi d'ampleur qui serait autant une nécessité qu'un signal ? Nous le savons bien, le procès Mazan a eu un retentissement qui a largement dépassé nos frontières. Les réponses que nous devons apporter à l'exigence de lutte contre les violences faites aux femmes doivent être à la hauteur de cette prise de conscience. Si la lutte contre les violences est la priorité de mon action, je compte également m'investir sur les autres axes du plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027. À commencer par la santé des femmes, avec 2 sujets en particulier, celui de la ménopause, trop souvent négligé, et celui de la santé mentale des femmes, qui doit être un volet à part entière dans la grande cause nationale que le Premier ministre a annoncée pour 2025. En matière d'égalité professionnelle, je crois que nous devons tout d'abord nous préoccuper davantage encore de l'employabilité des femmes et de leur autonomie financière. À commencer par celles qui ont été victimes de violences, qui sont dans des situations de grande pauvreté ou à la rue, ou qui sont parents isolés d'un enfant mineur. Je sais que des propositions parlementaires existent, j'y suis très attentive, et je vous en remercie. Nous devons ensuite, pour toutes les femmes qui travaillent, veiller à leur égalité de rémunération et à leur juste représentation dans les organes de direction. Le président de la République vient de signer l'ordonnance portant la transposition de la directive européenne Women on Boards du 23 novembre 2022, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées. Elle vient renforcer notre arsenal législatif parmi les plus avancés au monde depuis la loi Copé-Zimmermann en 2011. Cela ne signifie pas que nous n'ayons pas encore de nombreux progrès à faire. Autre sujet majeur sur lequel nous allons travailler ensemble avec ma collègue ministre du Travail, la transposition de la directive européenne du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail. Cela va nous conduire aussi à renforcer l'index égalité, qui est un immense progrès qu'il convient, 6 ans après sa création, d'évaluer en profondeur. Au-delà de la culture de l'égalité salariale, nous devons installer dans le pays une véritable culture de l'égalité. Il s'agit de lutter plus efficacement contre toutes les formes de discrimination de genre. L'exemple du sport féminin, que vous connaissez bien, Madame la Présidente, en est un exemple. De la diffusion des épreuves jusqu'à la rémunération des sportifs, c'est un travail global qui est à entreprendre. Je l'ai notamment évoqué avec le ministre des Sports dès nos premiers échanges. Nous ne devons pas perdre la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques, et vous pouvez compter sur moi, Madame la Présidente. Il y a un autre sujet qui me tient vraiment personnellement à cœur, et pour lequel je me battrai, c'est celui des femmes dans la science. J'ai fait des études scientifiques, j'ai travaillé dans des entreprises d'ingénieurs, et j'ai bien vu combien les femmes y étaient rares et les plafonds de verre nombreux. Seuls 24% des ingénieurs sont des femmes en France, et ce taux ne monte qu'à 28% dans les écoles. Donc le chemin sera long. Et pourtant, les évaluations montrent qu'en fin de 3e, le niveau en mathématiques des filles et des garçons est quasi équivalent. La faute aux stéréotypes qui persistent, mais aussi à l'autocensure et au manque de rôle modèle. Une étude Ipsos de novembre 2021 montre ainsi que 61% des garçons sont encouragés par leurs parents à s'orienter vers des métiers du numérique, contre seulement 33% des filles, alors qu'il s'agit des métiers de demain, des métiers à forte valeur ajoutée et des métiers les plus rémunérateurs. C'est notamment le cas de l'intelligence artificielle, un domaine qui n'est pas encore assez investi par les femmes, alors qu'il n'échappe pas au biais du genre. Voilà un domaine où il faut d'urgence changer nos représentations. Il en va de l'autonomie financière et de l'avenir professionnel des femmes, mais aussi de l'avenir de notre pays. Un dernier mot enfin. Quelques jours après mon arrivée, j'ai fait mon premier déplacement international, le G7 Égalité, à Matera, en Italie. Un déplacement qui devait me permettre de rencontrer mes homologues et surtout de porter les propositions ambitieuses de notre diplomatie féministe en lien avec Jean-Noël Barrot. Car la voix de la France porte. Et elle doit porter d'autant plus fort qu'aujourd'hui, dans le monde, en Europe même, beaucoup de forces sont à l'œuvre pour revenir en arrière sur les droits conquis par les femmes. Dans certains pays, elles ont même déjà réussi à amorcer ce retour en arrière.
et cela a des conséquences très concrètes pour des millions de femmes partout dans le monde. C'est pourquoi nous devons aller plus loin grâce à la nouvelle stratégie internationale de la France pour l'égalité, qui est en cours de préparation sous la supervision du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui devrait être dévoilée prochainement. Pour tout vous dire, lors de ce déplacement en Italie, j'étais moi-même assez surprise en discutant avec la ministre italienne des positions et je me suis rendu compte à quel point la place de la France était importante et à quel point il ne fallait jamais laisser son siège vide. Mesdames et messieurs les députés, tous ensemble, nous sommes les héritières et les héritiers de millions de combattantes et de combattants de l'égalité. Leurs victoires souvent acquises de haute lutte, ce sont nos droits. Il nous revient de les défendre, de les faire grandir, afin que l'égalité ne soit plus simplement une idée, mais une réalité qui concerne quand même la moitié de l'humanité. Je sais qu'au-delà de nos différences institutionnelles, au-delà de nos sensibilités politiques, nous avons le même objectif, la même passion et la même force de conviction. Et je sais pouvoir compter sur vous et vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Un ensemble de sujets qui est bien fourni. Donc on sera attentif, en tout cas à la fois contributeur et vigilant. Comme le veut notre délégation, je propose de donner la parole à nos deux co-rapporteurs du projet de loi de finances pour 2025, que nous serons d'ailleurs obligés de nommer à la fin de notre... Vous allez intervenir, puis vous serez nommés à la fin. Hein, donc, pas de problème dans ce sens-là. En tout cas, je donne la parole à Julie Delpech pour démarrer sur vos travaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Avant d'évoquer nos travaux, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre nomination, Madame la Ministre. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la première fois ici au sein de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Comme chaque année, la délégation s'est saisie pour avis du projet de loi de finances. Pour ma part, j'étais rapporteure pour les PLF 2023-2024. Cette année, nous avons acté le principe de co-rapporteur et donc nous travaillons ensemble, Céline Thiébaut-Martinez et moi-même, sur ce PLF 2025. Je vous remercie pour votre présentation des grandes lignes de votre feuille de route. Je souhaite vous parler aujourd'hui du programme 137 et notamment revenir sur le projet annuel de performance pour 2025 ainsi que le document de politique transversale. En effet, pour la 3e année consécutive, je tiens à rappeler que les DPT sont un élément clé de l'information du Parlement et en l'occurrence de cette délégation. Or, nous l'avons reçu seulement hier, alors que notre rapport sera examiné dans 2 semaines. Les délais ne sont donc pas suffisants pour analyser pleinement et efficacement ce document de plus de 400 pages. Nous pouvons toutefois faire de premières observations. En premier lieu, nous réjouir que pour la première fois, suivant les préconisations de la budgétisation intégrant l'égalité qu'a évoqué notre présidente et comporté nos collègues Céline Calvez et Sandrine Josso lors de la précédente législature, nous avons en annexe la liste des indicateurs sexués. C'est un premier pas qu'il faut saluer. Aussi, 58 programmes, contre 52 l'année dernière, participent à l'élaboration de ce DPT et que 48 d'entre eux inscrivent des crédits contre 45 en 2024. Une progression constante dont on peut se féliciter. Néanmoins, comme je le disais déjà dans mon rapport de l'année dernière, les contributions au DPT mériteraient d'être mieux justifiées. Je prends un exemple, le programme 166 sur la justice judiciaire. On se réjouit qu'il inscrive des crédits dans le DPT pour la première fois. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que 5 millions y sont inscrits sans détailler ce qui relève du traitement des violences sexuelles et sexistes ou des violences intrafamiliales. Selon le DPT, impossible d'isoler des crédits spécifiques tant, je cite, l'ensemble des moyens concourent à éradiquer et sanctionner les infractions d'ordre sexiste ou sexuel, les agressions intrafamiliales et les violences conjugales. Concernant le programme 137, d'abord, nous saluons l'augmentation des crédits qui atteignent désormais 85,1 millions au PLF 2025 contre 77 millions en loi de finances initiale pour 2024. Toutefois, il ne nous échappe pas que les actions 23 et 25 semblent stagner dans un contexte où les besoins, notamment pour les femmes victimes de violences, sont criants. La hausse des crédits est portée par l'action 26, vous en avez parlé, consacrée à l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales.
Déployée à compter du 1er décembre 2023, cette aide voit son budget passer de 13 à 20 millions d'euros. Quand on sait qu'il faut en moyenne 7 allers-retours aux femmes victimes de violences conjugales pour quitter effectivement leur domicile, on mesure la plus-value de cette aide financière. Je crois profondément en son bien-fondé. Pour autant, comme l'année dernière, je m'étonne que cette action 26, qui représente 24% des crédits du programme 137, n'ait aucun objectif ni indicateur associé. Aussi, en leur absence, comment évaluez-vous, Madame la Ministre, l'efficacité de ce dispositif? Sur quel fondement cette action a-t-elle bénéficié d'une augmentation de 7 millions? Il nous semble que le mode de calcul manque en l'état de transparence. Nous déposerons donc des amendements pour pouvoir suivre la montée en puissance de ce dispositif. Aussi, j'aimerais pouvoir vous entendre sur le nombre de bénéficiaires, leur profil ou le montant des moyens des aides. Tous ces éléments qui nous permettent de suivre efficacement le bon déploiement de cette politique. À long terme, la suite logique de cette politique passe en partie par l'hébergement d'urgence. Sur ce point, les associations nous ont fait part de leurs inquiétudes. Les appels à projets sur l'hébergement d'urgence sont de plus en plus généralistes. Elles peinent à y répondre, faute de moyens humains et matériels. Par conséquent, la spécificité des places pour les femmes victimes de violences se perd, alors que de plus en plus de femmes victimes de violences conjugales tentent de sortir de cet engrenage. Nous le savons, bien souvent, ces femmes sont accompagnées d'enfants. Il faut donc sacraliser des places spécialisées. Pouvez-vous nous dire quelles mesures vous comptez prendre et où l'état de vos réflexions sur l'hébergement d'urgence ? Par ailleurs, sur la forme, la lisibilité du programme annuel de performance pour le programme 137 doit être améliorée. Pour ne donner qu'un exemple, l'action 25 regroupe la prévention, la lutte contre les violences et la prostitution. Le programme annuel de performance, le PAP, nous précise qu'elle vise, et je cite, « les victimes dans la sphère privée ou publique au sein du couple, mariage forcé, mutilation sexuelle féminine, viol, harcèlement sexuel, etc. » Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se cache derrière le « etc ». Le champ d'intervention semble trop vaste, les crédits se trouvent perdus et la faible quantité d'explications littéraires ne parvient pas à éclairer suffisamment le lecteur. C'est pourquoi je l'avais fait l'année dernière. Nous déposerons des amendements pour faciliter la compréhension du PAP. Je vous remercie et je passe la parole à ma co-rapporteure, Céline Thiébaut-Martinez. Merci Julie. Madame la ministre, Madame la présidente, mes chers collègues, Madame la ministre, en premier lieu, je tiens à vous féliciter pour votre nomination. Cependant, en tant qu'ancienne directrice adjointe du cabinet de Laurence Rossignol, qui avait un ministère de plein exercice, je regrette que cette fois, on ne vous ait pas donné cette même marge de manœuvre. Parce que la cause qui nous réunit ici, au sein de la délégation, mais de manière générale, vous l'avez exposé avec tous les sujets que vous avez traités dans votre intervention, elle mérite et surtout elle nécessite des moyens humains et financiers qui sont conséquents. À la lecture du PLF 2025, on en est bien loin. Et je vais revenir sur quelques points que nous avons soulignés avec Julie Delpech, ma collègue. Le programme 137, en effet, est présenté comme étant en hausse, avec notamment l'aide universelle d'urgence. Mais en dehors de cette augmentation, on a plutôt le sentiment que le programme 137 stagne, alors que les besoins sont criants. Je le dis avec gravité, nous avons entendu les associations qui agissent en faveur des droits des femmes au niveau national et au niveau international. Elles nous ont toutes, de manière systématique, alertées sur les difficultés financières auxquelles elles font face. Je prendrai déjà un exemple avec la prime Ségur, qui a été largement évoquée lors des auditions. Les associations phares qui portent véritablement les politiques publiques indispensables à la cause des femmes, telles que la FNSF, la FNCIDFF ou encore le collectif français contre le viol, collectif féministe contre le viol, s'inquiètent sérieusement de leur capacité à faire face à la prise en charge de cette prime Ségur. Pour être très clair, les associations sont totalement favorables au versement de cette prime Ségur. Ça leur permettrait de revaloriser leurs salariés qui sont plutôt précaires, assez mal payés, alors qu'elles ont très souvent des qualifications importantes. Mais pour autant, les associations ne sont pas en mesure de verser cette prime compte tenu de leur situation financière et des fonds qui leur sont alloués aujourd'hui. Ainsi, ce qui apparaissait comme une bonne nouvelle est en train de se transformer en un poids bien trop lourd pour ces associations qui portent véritablement à bout de bras la politique de l'État en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour répondre à cette inquiétude, Madame la ministre, pourrez-vous nous préciser si des mécanismes de compensation sont prévus pour financer le Ségur et si oui, lesquels ?
La situation n'est guère plus enviable pour les associations qui œuvrent en faveur de la diplomatie féministe. Vous l'avez rappelé, les ambitions de la France sont importantes pour l'année 2025 en la matière. Dans les associations que nous avons rencontrées nous ont indiqué que la mission aide publique au développement a été très touchée par le décret portant annulation de crédits au mois de février. Donc ces crédits ont baissé, bien sûr. Nous en parlerons plus en détail avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais je tiens à relayer ici au sein de la délégation véritablement ce qu'on peut appeler le cri du cœur de ces associations qui nous ont informé que d'une part, elles allaient devoir cesser un certain nombre de programmes et elles nous ont aussi alerté sur le fait que bon nombre de programmes qui ont été engagés, compte tenu de la baisse des fonds pour 2025, nous ont alerté sur le fait que ces programmes finalement ne serviraient à rien s'ils n'étaient pas poursuivis. Donc nous aimerions que ce cri du cœur soit entendu. En dehors de ces éléments préalables, il y a deux questions de fond que j'aimerais aborder pendant mon intervention. La première, ça concerne la lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, dont la première stratégie nationale a été publiée en mai dernier, ce qui pourrait laisser croire que c'est une politique prioritaire. Pourtant, le PAP du programme 137 fournit en tout et pour tout 3 paragraphes d'explication sur la prostitution, avec une hausse de 300 000 € sur 2025, qui est donc 300 000 € qui sont consacrés au budget de l'AFIS, qui atteint désormais 2,1 millions d'euros. Je voudrais aborder 3 points et connaître votre avis sur ces 3 points. Pour les parcours de sortie de prostitution, il est indiqué dans le document qu'ils sont revus à la hausse. Il y en avait 845 en 2023. L'objectif de 2024 est à 850. Vous prévoyez 950 parcours de sortie en 2025 pour, comme c'est indiqué, refléter la progression à l'œuvre depuis plusieurs années. Quand on s'entretient avec les associations, et je l'ai fait depuis mon élection, puisque moi aussi je n'étais pas parlementaire jusqu'à présent, il y a notamment le mouvement d'UNI qui nous a alerté sur le fait que les femmes candidates à des parcours de sortie de prostitution sont très nombreuses et qu'elles sont en quelque sorte en attente dans les associations qui sont agréées et qu'il y a un vrai besoin et que l'objectif d'une augmentation de 100 parcours de sortie de prostitution est probablement très en dessous des besoins des associations. Deuxième sujet concernant ces PSP, dès lors que le nombre de parcours de sortie augmente, il est nécessaire pour les associations qu'elles aient des moyens pour accompagner ces parcours de sortie, ce qui signifie qu'elles disposent, par exemple, de personnel, de personnes pour accompagner les personnes en situation de prostitution qui sortent. Et on aimerait savoir si, dans les crédits qui vont être alloués ou dans ce que vous avez prévu, des nouveaux moyens seront effectivement déployés en complément de ces 100 PSP prévus pour 2025. Et enfin, une remarque toujours sur la prostitution, ça concerne les départements qui ouvrent les parcours de sortie de prostitution. Il y a eu des débats l'année dernière sur le nombre de commissions départementales qui existaient réellement au sein des départements pour les parcours de sortie de prostitution. En réalité, en 2023, il y a seulement 51 départements qui ont ouvert des PSP. C'était 14 de plus qu'en 2022. Est-ce que sur ce chiffre-là, vous avez des objectifs pour s'assurer que tous les départements jouent le jeu et veillent à l'application de la loi? Je voudrais maintenant évoquer l'accompagnement par la justice des femmes victimes de violences. Nous avons été alertés lors des auditions sur le coût des procédures pour les femmes qui veulent faire reconnaître les viols ou les violences dont elles ont été victimes. Le procès dit du French Bukkake en est une illustration éclatante, malheureusement. Depuis 2021, l'association OLF, qui accompagne les victimes de ce procès, estime avoir engagé entre 450 et 600 000 euros pour suivre les victimes et les aider à constituer leur dossier, payer leurs frais d'avocat et l'ensemble des frais liés à la procédure. Les procès d'importance qui sont en cours aujourd'hui montrent que notre système judiciaire empêche la reconnaissance des crimes dont sont victimes les femmes. Pire, il les minimise, comme on pourrait, peut-être on l'évoquera sur le procès de Mazan, peut-être ensuite. Toujours sur la justice, la formation des professionnels apparaît comme un axe incontournable de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et je me félicite que vous l'ayez abordé et de l'annonce que vous avez faite concernant la formation des gendarmes et des policiers. On a eu des retours très positifs sur ce qui a été mis en place. Mais en revanche, on a de réelles inquiétudes et on a des constats qui remontent par les associations qui sont vraiment inquiétants en ce qui concerne la qualité de la formation des magistrats, qui semble être une source de difficultés. Est-ce que vous pourriez nous présenter les mesures que vous entendez mettre en place pour justement assurer une formation de qualité tout au long de la chaîne pénale, c'est-à-dire depuis le début
de la prise de la plainte d'une victime jusqu'à l'issue du procès, dans l'hypothèse où elle parvient à son procès. Garantir la reconnaissance à leur juste niveau des crimes et des violences exercées sur les femmes. Et puis enfin, quand on sait ce que traversent aujourd'hui les victimes de violences sexistes et sexuelles, surtout celles qui osent déposer plainte, on se dit que l'accueil des professionnels doit forcément être au rendez-vous. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre, nous avons 6 interventions d'orateurs de groupe. Je propose de les entendre avant que vous répondiez. Est-ce que c'est d'accord pour vous? Merci. Donc, pour démarrer, pour le groupe Ensemble pour la République, Prisca Thévenot. Merci, madame. Et vous avez 2 minutes chacune. Je vais faire hyper rapidement. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, ravie de votre présence ici et de la feuille de route que vous avez dressée sans rien omettre, en rappelant tout ce qui avait été fait. Vous avez effectivement mentionné les avancées sur la dernière législature. Permettez-moi de mentionner les 7 dernières années. Vous le savez, je fais partie d'une famille politique qui s'est engagée derrière Emmanuel Macron depuis 2017. Emmanuel Macron qui a fait de la grande cause du quinquennat son objet depuis sur son premier quinquennat et puis sur son deuxième quinquennat. Ça montre bien que nous avons toujours énormément de choses à faire, quand bien même des avancées ont pu être permises. Nous avons fait progresser l'égalité salariale entre les hommes et les femmes comme jamais. Nous avons travaillé à garantir les droits acquis de longue date, et je fais référence notamment à l'interruption volontaire de grossesse. Nous avons avancer sur des sujets tabous tels que la ménopause, et merci de le citer, l'infertilité, le cancer du col de l'utérus, les vaccins disponibles, la dépression postpartum. Bref, je pourrais continuer très longtemps, mais je me souviens que j'ai 2 minutes. Et donc, ma question, elle est de 2 ordres, si vous me le permettez. La première, j'ai bien entendu la prise de parole du Premier ministre qui se disait rassurant sur le fait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ma démarche est donc la suivante. Quelles seront les avancées possibles ? Vous le savez, ici, nous sommes au sein de la délégation aux droits des femmes et c'est un des rares espaces au sein de cette assemblée nationale diverse, plurielle, complexe, où nous travaillons tous main dans la main. Nous avons réussi à le faire sous l'autorité de notre présidente au cours des 2 dernières années et je sais que nous allons continuer à le voir. Donc vous avez ici un espace où nous n'avons pas de barrière, où nous n'avons pas de tabou et nous n'avons surtout pas de plafond de verre. Ensuite, je me permettrai un sujet peut-être plus particulier, au-delà de la diplomatie, de la santé des femmes, des VSS, peut-être aussi du sujet du consentement, comme vous l'avez mentionné. Permettez-moi d'avoir un mot sur le sujet de la monoparentalité. Nous avons 82% des familles monoparentales qui sont composées de femmes et dans ces familles monoparentales, près de 40% vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc on parle aussi d'enfants en l'espèce. Ma question est la suivante, il y a un travail extrêmement précieux et riche qui a été fait entre les 2 chambres, l'Assemblée nationale avec Fanta Berreté que je salue ici et également le sénateur Xavier Iacovelli sur le sujet de la famille monoparentale, avec des propositions très claires, notamment avec la mise en place d'une carte de monoparentalité. Cette carte, c'est pas un gadget. Cette carte, c'est déjà la capacité de reconnaître le statut de la famille monoparentale. C'est déjà reconnaître qu'il faut pouvoir avancer sur ces sujets. Parce que nous avons beau parler de beaucoup de choses, il y a des tabous qui sont encore trop présents et pour le temps qui nous entourent quotidiennement. C'est la détresse de ces familles qui souvent sont des femmes et qui ont du mal à finir les fins de mois, ont du mal à pouvoir joindre les 2 bouts et qui sont des mères combats, des mères guerrières. Donc ma question est, qu'avez-vous en tête sur ce sujet de la carte monoparentale et est-ce qu'on pourra compter sur votre soutien pour la mettre en place ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Emmanuel Taché de la Pagerie. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes, car à la vue de la prime composition du gouvernement, j'ai craint qu'un ministère qui fut de plein exercice disparaisse. J'aimerais attirer votre attention et connaître vos ambitions sur 2 sujets. Concernant les violences conjugales, dont les chiffres ne baissent dramatiquement pas en France, de quels moyens comptez-vous vous doter ou porter à notre connaissance pour accélérer la lutte contre ce fléau qui est la manifestation d'un déséquilibre infâme dans la sphère privée et qui socialement et tristement met en lumière la question de l'emprise, voire de la soumission sous plusieurs formes. D'autre part, co-rapporteur de la loi
visant à créer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Je me réjouis que vous ayez consacré les budgets, car j'avais de réelles, jusqu'à transmission des chiffres, inquiétudes concernant la consécration de ces budgets. Toutefois, j'aimerais savoir si vous avez des chiffres consolidés que je ne trouve pas concernant l'effectivité du recours à cette aide. Enfin, je vais faire en sorte d'être bref. Je souhaitais attirer votre attention concernant la lutte contre l'endométriose qui touche entre 1,5 et 2,5 millions de nos concitoyennes. Le RN avait proposé l'an passé une proposition de loi concernant la reconnaissance en statut d'affection longue durée et la possibilité uniquement à la demande des salariés concernés de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée. Malheureusement, cette proposition de loi fut victime d'un climat pour le moins délétère dans l'hémicycle. Toutefois, j'aimerais connaître vos orientations concernant l'accélération de la lutte contre l'endométriose. Je vous remercie de votre écoute. Merci, monsieur le député. Pour LFI, madame Sarah Legrain. Merci, madame la présidente. En cette première rencontre avec vous, madame Salimassa, je ne peux me retenir d'exprimer ma colère et ma surprise. Je suis en colère car en juin dernier, les associations féministes ont sonné des alertes féministes. Elles ont appelé à manifester contre l'extrême droite et pour leurs droits. La mobilisation des femmes a participé de la victoire du nouveau Front populaire et Emmanuel Macron a nommé un gouvernement truffé d'anti-choix ayant voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, la PMA pour toutes, le mariage pour tous et j'en passe. J'ai été surprise de voir que la défense des droits des femmes n'a pas de ministère de plein exercice ni même délégué, qu'elle a été rétrogradée au rang de secrétariat d'État rattaché au ministère des Solidarités. Surprise que vous-même ayez jugé en 2012 que l'idée d'un ministère des droits des femmes était ridicule et j'espère que vous nous montrerez toute l'utilité de votre secrétariat d'État. Je vais me concentrer, il y a bien des sujets, j'aurais aimé aussi parler famille monoparentale, égalité salariale, mais je vais me concentrer sur la question des violences sexistes et sexuelles qui, je crois, est centrale aujourd'hui. J'ai bien noté qu'à l'occasion du 25 novembre, vous sortiriez un grand plan de bataille contre les violences faites aux femmes. Mais bon, 7 ans après MeToo et après 7 ans de grande cause nationale de Macron, il était temps, et vous reconnaissez vous-même le retard pris. Et en attendant, dans l'immédiat, il y a le budget. Vous venez de nous pousser à soutenir des avancées. Alors, selon les associations, la lutte contre les violences sexuelles, c'est 0,003% du budget de l'État. Où sont les 2,6 milliards d'euros qu'elle demande? On les réclame à travers des amendements. S'ils sont adoptés, est-ce que vous les supprimerez par 49.3? Il y a urgence. 3 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par un ex en un seul week-end. Tous les jours, le procès Pellicot nous rappelle que les violeurs sont partout, qu'il est temps d'en finir avec la culture du viol, comme le demande Gisèle et toutes les femmes victimes et toutes les victimes derrière elles. Alors, on n'a pas tellement le temps d'attendre le 25 novembre pour agir. Donc, quel est votre plan de bataille? Quelles sont les mesures de la loi intégrale contre les violences faites aux femmes présentées par les associations que vous allez prendre en compte? À cette heure, on a une bonne surprise, c'est que l'inscription du consentement dans la loi soit défendue par le ministre de la Justice alors que son prédécesseur et qu'Emmanuel Macron avait bloqué pendant des mois une directive européenne sur ce sujet aux côtés de Viktor Orban. Alors, il faudrait pas que ça se transforme non plus en mots creux, ni en façon de masquer l'absence de réponse globale et de budget à la hauteur. Donc, je vous le dis, on attend vraiment d'autres bonnes surprises. Et pour ça, peut-être que la cellule d'urgence contre les VSS dont vous parlez, dont vous dites que vous voulez qu'elle associe un maximum le travail parlementaire, ne devrait pas accueillir que des parlementaires du même bord et soutien d'Emmanuel Macron. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste et social, Sandra Regol. Merci Madame la Présidente. Comme mes collègues, je vois comme un mauvais signal l'absence d'un ministère de plein exercice. Vous noterez que pour une grande cause, les moyens sont limités. Le budget dédié, même en augmentation, le démontre. D'ailleurs, si on regarde un peu notre hémicycle, la baisse drastique du nombre de femmes est un marqueur d'un recul inquiétant. Et je vous dis ça, je fais partie du seul groupe totalement paritaire de cette Assemblée. Je note aussi en région les reculs. La ville de Strasbourg a fait voter le congé gynécologique. Il est déjà attaqué par l'État pour le faire retirer. C'est un droit qu'avaient les agentes, une demande qui est importante. Je n'appelle pas ça vraiment un signal positif. Et Madame la Ministre, j'aimerais que vous réagissiez à ces attaques dès que l'on tente de mettre en place des droits pour les femmes. La rapporteure l'a rappelé, il n'y a pas de financement prévu pour la prime Ségur en faveur des associations qui accompagnent les victimes de violences, alors que ces associations jouent un rôle clé dans la prise en charge de ces victimes, même si le programme 304 prévoit la participation au financement de la prime Ségur, pour les centres de protection maternelle et infantile, avec un engagement de l'État à couvrir 30% des dépenses.
c'est une nécessité d'inclure ces associations, c'est une nécessité aussi bien financière que pour reconnaître leur travail. Quand élargirez-vous enfin ces primes ou agirez-vous en cette faveur? Le programme 137, qui n'est déjà pas énorme, inclut la prise en charge des auteurs des auteurs de faits de violence, alors que ces auteurs pourraient être pris en charge sur le budget de la justice et alléger un petit peu le budget qui est le nôtre. On l'a dit, les dernières affaires de viol, de violences sexuelles qui ont secoué les Français, à commencer par les viols de Gisèle, elle nous le rappelle, les violences sexistes et sexuelles sont dans nos environnements proches, mais également font partie de ce qui constitue une culture de fond. C'est donc un travail de fond sociétal qui est nécessaire. Or, les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle pourtant prévus par la loi ne sont toujours pas appliqués. Quand avancerez-vous pour qu'ils soient enfin appliqués partout et que notre société puisse changer de par sa jeunesse jusqu'à ses adultes? Pour les démocrates, Sandrine Josso. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. On comprend qu'en écoutant toutes les prises de parole, eh bien, on a tous ici une façon généreuse d'exprimer nos souhaits. Et j'ai été très attentive à ce que vous avez dit dans vos propos liminaires sur notamment par exemple sur les femmes et la science, et la femme et les sciences plutôt. Et vous avez évoqué de manière assez détaillée de nombreux sujets qui, je pense, ont fait écho ici. Moi, normalement, je ne devais pas prendre la parole, c'était ma collègue Delphine Nigman qui devait le faire. Néanmoins, je vais en profiter pour faire passer ces messages. Et aussi quelques-uns qui peuvent intéresser nos collègues. On va avoir le 14 novembre prochain une formation sur la soumission chimique à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une belle initiative, je tenais à vous en informer. Et également, on a travaillé lors de la précédente législature avec ma collègue Céline Calvez sur le budget intégrant l'égalité. C'est un sujet que je pense avec Céline, nous continuerons à porter avec force et détermination et on espère aussi avoir votre appui pour la suite. Je laisserai Céline en parler peut-être tout à l'heure. Et moi, ce que je voulais vous dire de la part de ma collègue Delphine Nigman, c'est également son souhait de vous entendre sur ce qu'a aussi cité donc notre collègue Prisca Thévenot, votre position sur les femmes solo, les mamans solo. C'est une vraie question de société aujourd'hui. On voudrait vraiment qu'il y ait un vrai plan ambitieux à ce sujet. Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon, Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente. Merci infiniment de votre présence et effectivement du déroulé de toutes vos actions qui recouvrent tout le champ nécessaire, évidemment, au soutien des femmes. La question des violences sexistes et sexuelles a été fléchée comme grande cause nationale et, comme l'a rappelé notre présidente, malheureusement au cœur de notre actualité. Cette lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales faites aux femmes et aux enfants doit demeurer une grande priorité pour le gouvernement. Cette prise de conscience est claire et a permis d'accélérer et d'avancer quant à ce sujet. La Grenelle des violences conjugales a permis d'améliorer le cadre législatif et la prise en charge des victimes. Et je souhaite aussi saluer le travail de vos prédécesseurs sur ces ministères, justement, qui ont permis vraiment de faire avancer la cause. Aujourd'hui, dans les faits, la question de la formation en amont pour favoriser l'égalité et dénoncer ces violences doit être améliorée à destination de la jeune population, mais également de tous les interlocuteurs potentiels des victimes, tels que les forces de l'ordre, la justice, tous les acteurs sociaux, médicaux, paramédicaux, etc. Cette sensibilisation est essentielle pour rompre le cycle des violences, accueillir et prendre en charge les victimes. Le soutien de la victime durant son parcours est fondamental pour qu'elle puisse se reconstruire tant physiquement que psychologiquement et socialement. Trop souvent, encore, les victimes qui franchissent le pas de se déclarer comme telles se heurtent à des errements. Un accompagnement précis et fin est nécessaire afin de répondre à la singularité de chaque victime.
Outre les autorités publiques qui agissent quotidiennement pour lutter contre ces violences, ce sujet est également porté par un tissu associatif investi et des dispositifs existants qui ont déjà éprouvé leur modèle d'action en accompagnement des victimes de manière pluridisciplinaire. Je pense notamment à Women Safe and Children. Fort de ces nombreuses compétences, il est capital que les pouvoirs publics soient à leur côté et les soutiennent. Ce sont les chevilles ouvrières du quotidien vécues par de trop nombreuses victimes. Et au-delà du dispositif d'une maison des femmes par département. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir comment soutenir et assurer la pérennité de ces dispositifs existants qui ne cochent pas justement forcément toutes les cases des appels à projets, mais qui sont ô combien indispensables aujourd'hui. Et je me permets de vous inviter à venir visiter les lieux, alors l'association fêtière à Saint-Germain-en-Laye ou alors dans ma circonscription à Évian-les-Bains où l'on a ouvert la première antenne française. On aurait beaucoup de bonheur à vous accueillir. Et enfin, je me tiens à votre disposition pour vous présenter les recommandations que nous avions pu mettre en place avec ma collègue Pascale Martin sur la précédente mandature dans le rapport sur la santé mentale des femmes. Merci infiniment de votre présence. Je veux juste m'excuser, pardon Madame la Présidente. Je dois m'absenter, je n'aurai pas le plaisir de vous écouter, mais je vous écouterai évidemment en différé. Je dois me rendre en commission pour des votes importants, mais merci infiniment et je vous prie de m'excuser. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, peut-être quelques mots en réponse à toutes ces interventions. Et nous aurons ensuite encore quelques interventions de nos collègues. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. En effet, beaucoup de questions. Je vais commencer par revenir sur le volet budgétaire. En effet, c'est jamais assez. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est jamais assez. Mais aujourd'hui, le budget, il est dans les conditions actuelles de la situation financière du pays. On a réussi à le maintenir et à l'augmenter. Ce ne sera jamais assez, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me bats pour déjà qu'il ne diminue pas, et ce n'est pas forcément une chose facile. Donc, je vous demande peut-être un peu d'indulgence, mais peut-être de combat aussi au sein du Parlement. Hein. Ça, c'est votre job, on va dire. Donc, moi, j'ai fait ma partie. Maintenant, à vous de faire votre partie pour essayer de l'augmenter. En tous les cas, j'ai bien conscience, et on en a tous conscience, que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un budget qui est là et qui a déjà fait ses preuves sur pas mal de sujets, parce qu'en effet, je tiens à saluer le travail de mes prédécesseuses. Elles ont toutes bien avancé. Comme vous l'avez dit, Madame, en effet, ça fait 7 ans, j'ai parlé de la dernière législature, mais je n'ai pas oublié depuis 2017. Et si aujourd'hui on peut en parler, c'est aussi parce qu'il y a eu tout ce travail qui a été fait. Donc, concernant... si je rentre dans le détail du budget, enfin sur le détail de l'aide universelle d'urgence, pour vous donner... quelques chiffres. Je dirais que depuis son entrée en vigueur en décembre 2023, il y a eu 26 525 aides qui ont été versées, dont 205 prêts pour 23 millions d'euros sur 8 mois. Et c'est un montant moyen de 870 euros. Dans le PLF 2025, c'est une enveloppe de plus de 20 millions d'euros qui est prévue et qui est fondée sur une hypothèse d'évolution tendancielle à la baisse, puisqu'il y a une partie du stock qui a été réalisée. Mais ce qui est clair, c'est que depuis l'instauration de cette aide universelle d'urgence, bien sûr qu'il y a une demande. Et de toute manière, sur à peu près tous les sujets. Si je fais un lien avec ce qui vient d'être dit sur les maisons, la maison des femmes, aujourd'hui, nous en avons 75 d'ouvertes. L'idée, c'est qu'il y en ait une par département. Et à chaque fois qu'on en ouvre une, de toute manière, elles sont bien utilisées et la demande est forte. Donc, sur ce point, en effet, le budget, la partie augmentation, c'est pour répondre à cette aide universelle d'urgence. Pour revenir sur la question du Ségur qui m'a été posée sur le budget, c'est un sujet que nous avons bien en tête et nous avons bien l'intention de tenir notre engagement. Mais aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas la réponse sur exactement par quel biais. Mais l'engagement qui a été un engagement de l'État sera tenu pour assurer le budget de ce Ségur. Concernant la budgétisation qui intègre l'égalité, en effet, en juillet 2023, Gabriel Attal, qui était alors ministre des Comptes publics, s'était engagé devant la délégation de droits des femmes à l'Assemblée nationale de déployer cette budgétisation qui intégrait l'égalité à partir de 2024. Il y a eu un décalage, en effet, il y aura en effet un autre décalage. Ce à quoi je peux m'engager, c'est à réunir ce comité interministériel et à faire en sorte, en effet, de pouvoir présenter un budget intégrant, en effet, l'année prochaine, au PLF 2026,
ce budget intégrant l'égalité, mais le lancement du comité interministériel égalité femmes-hommes va nous permettre d'avancer sur ce sujet précisément. Et pour vous faire peut-être une petite boutade qui n'est pas une boutade, ce comité interministériel n'a pas été réuni depuis 2018. Et c'est pas par faute d'avoir essayé, mais malheureusement, toutes mes prédécesseuses qui ont fixé une date pour essayer d'organiser ce comité interministériel, à chaque date, il y a eu un remaniement. Donc j'espère que ça ne me portera pas malheur. Mais comme je suis une femme qui aime le risque, je vais quand même fixer une date et faire en sorte que ce comité se tienne. Bon, c'est vrai que là, on peut en sourire, mais en fait, ça ne fait pas sourire du tout, puisque au bout du compte, depuis 2018, ce comité interministériel, il n'a pas été réuni. Et c'est quand même une politique interministérielle. Et il faut absolument qu'on avance sur ce sujet. Concernant les formations, la formation, c'est un point clé. Et Madame la Présidente, vous avez assisté à ma cellule d'urgence lundi, et pour avoir rencontré d'autres partenaires également, le sujet formation sur toute la chaîne est important. En effet, c'est un sujet essentiel. S'il y a deux sujets majeurs sur lesquels il faut absolument qu'on mette l'accent, c'est la formation sur toute la chaîne, mais que ça passe en effet du premier accueil aussi bien au niveau des commissariats, des gendarmeries. C'est la raison pour laquelle j'ai mobilisé mon collègue du ministère de l'Intérieur qui est tout à fait d'accord pour lancer rapidement cette formation. C'est une formation tout au long de la vie, puisqu'il ne s'agit pas de faire une session, et c'est une formation sur toute la chaîne, c'est-à-dire en effet judiciaire, chez les médecins également, dans les associations, il y a une demande forte, et je vais travailler sur un programme de formation, et nous le financerons, et nous ferons ces formations pour un meilleur accueil, et pour faire en sorte, en effet, que les femmes ne se retrouvent pas démunies. Concernant le droit pénal, non, je vais parler plutôt des familles monoparentales, j'y tiens. J'y tiens sur les familles monoparentales parce qu'il se trouve que je suis une famille monoparentale, et donc moi j'ai un fils de 20 ans que j'ai élevé seul depuis sa naissance. Donc je connais parfaitement ce sujet, et je sais à quel point les familles monoparentales, c'est un sujet difficile. Aujourd'hui, 80% des femmes qui élèvent leur enfant en tant que parents solo, et 41% des enfants en famille monoparentale vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est un sujet qui est compliqué. Les travaux qui ont été réalisés par Xavier Iacovelli et Fanta Berreté, en effet, proposent plusieurs mesures. Vous avez signifié cette carte qui permet d'identifier une famille monoparentale. Je sais que ma collègue Agnès Canaillé s'est prononcée sur le sujet, et j'ai un point de vue, en effet, sur ce sujet. Moi, je pense que l'essentiel, c'est la politique qu'on met en place pour aider les familles monoparentales, et pas forcément une carte d'identité de famille monoparentale. En revanche, de les flécher, que ce soit avec France Travail, de les flécher, mais on n'est pas obligé d'avoir une carte d'identité pour faire ça, de les flécher avec France Travail, de les flécher et d'aider en effet sur les exonérations d'aide, de pension alimentaire, de travailler sur le volet à la fois égalité salariale, à la fois aide sur les pensions, versement des salaires, que les entreprises travaillent sur le versement des salaires sur le compte de la femme avant même peut-être qu'elle se sépare, qu'on sache que c'est pas sur un compte commun. Je suis plus favorable à travailler sur des choses extrêmement pragmatiques qu'à une carte d'identité. Mais si ça vous paraît essentiel, eh bien, écoutez, parlons-en, peut-être pas aujourd'hui, mais parlons-en. En tous les cas, mon point de vue, c'est que c'est pas forcément la carte d'identité d'une famille monoparentale qui fait avancer le sujet, c'est plutôt les mesures qu'on prend derrière. Vous avez l'air surprise. Merci de me redonner la parole sur ce point. Je veux juste être sûre, parce qu'on nous écoute, on nous regarde, et ce qu'on dit ici est important pour ce qui se passe ailleurs, et notamment des situations précaires et très difficiles qui se passent en ce moment même, que deux parlementaires, en l'occurrence un sénateur et une parlementaire de l'Assemblée nationale, ont travaillé sur une simple carte d'identité. C'est beaucoup plus profond que ça, et c'est très, très, très pragmatique. Donc, si vous voulez pas appeler ça une carte monoparentale, peu importe, on peut l'appeler comme on veut, mais derrière, il y a des choses très concrètes qui sont pragmatiques et qui permettent de faire avancer des sujets concrètement pour ces familles monoparentales, pour les femmes, dont elles sont 82% représentées, et 47% pour des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, je voulais juste affirmer ça, c'est peut-être pas ce que vous avez voulu dire, mais merci de m'avoir laissé le préciser.
En effet, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, donc c'est bien de le préciser. Et je pense que ce rapport est intéressant et qu'il y a des mesures intéressantes à suivre. En tous les cas, c'est un sujet qui est prioritaire, c'est clair, et il faut flécher des aides pour ces femmes. Il faut les accompagner, mieux les accompagner. Et l'idée aussi de travailler un peu plus avec France Travail pour flécher justement des actions auprès de ces femmes-là et de travailler également avec les entreprises, je pense que ce sont des pistes qui sont intéressantes. Concernant la diplomatie féministe, puisque c'est un sujet qui a été évoqué, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une priorité de la France avec la diplomatie féministe, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères porte à l'international cet engagement important. Et la diplomatie féministe française s'engage pour permettre aux femmes et aux filles d'exercer leurs droits et leurs libertés fondamentales. Elle s'engage pour leur permettre de participer pleinement à la vie politique, économique et sociale de leur pays, et pour être à un pied d'égalité avec les hommes. Et c'est la raison pour laquelle nos objectifs à l'horizon 2025, c'est 75% des projets financés dans le cadre de notre aide publique au développement pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour cela, nous disposons de plusieurs leviers, dont le fonds de soutien aux organisations féministes, qui est devenu en effet un instrument incontournable pour la diplomatie féministe de la France en soutien au mouvement féministe, et qui ont été renouvelés pour 2023-2027 à hauteur de 250 millions d'euros. Et le fonds Muskoka, qui œuvre pour la santé des femmes, des mères et des enfants en Afrique, où les besoins sont immenses. Toutes ces stratégies, elles seront en effet précisées par le ministre Jean-Noël Barrot, qui travaille sur la stratégie donc, de la diplomatie féministe. Mais il est clair que face à la montée des conservateurs, on va dire, et du conservatisme et au lobbying renforcé dans certains pays, la diplomatie féministe, évidemment, ne doit pas faiblir, et on doit être très, très vigilant sur ce sujet. Concernant la prostitution, donc... Les questions qui ont été posées sur, en effet, le budget et la stratégie. Concernant le parcours de sortie de la prostitution, qui a été un élément qui a été discuté à l'instant, j'ai plusieurs éléments qui m'ont été remontés par le réseau des délégués de droits des femmes. Donc, je m'attacherai vraiment à rappeler au préfet de département que la mission des CDLP, elles sont stratégiques, et qu'il faut mettre en place ce parcours de sortie de la prostitution. Le parcours le PSP, comme on dit, le budget est de 3,3 millions d'euros, et l'aide financière à l'insertion sociale est de 2,1 millions d'euros. Il est clair que, comme vous l'avez dit, c'est jamais assez, mais il faut le faire. Il faut le faire dans chaque département. C'est important que chaque préfet, chaque délégation de droits des femmes puisse travailler ensemble. J'ai conscience qu'il y a plusieurs difficultés et que ce n'est pas un sujet qui est très facile, mais je soutiendrai en tout cas cette démarche, et je ferai passer un message à l'ensemble des préfets pour qu'ils puissent travailler et mettre en place, en coordination avec les délégués des femmes, ce programme de sortie de la prostitution. Concernant les sujets, la notion de consentement. Parlons de cette notion. Donc, je dis, seule une victime sur 12 porte plainte, soit environ 12 000 plaintes annuelles, dont les 2 tiers sont classées sans suite. Il y a autour de 1500 condamnations par an en cour d'assises. L'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc rajouter la notion de consentement, elle est loin de faire consensus, mais avec le garde des Sceaux, nous allons y travailler. Et nous serons particulièrement vigilants à la rédaction de la définition de consentement et la définition du viol et de l'agression sexuelle. Et nous attendons avec impatience le rapport que vous allez réaliser, Madame la Présidente, avec Anne-Charlotte Garin. Je sais que vous avez déjà beaucoup travaillé. Et nous serons vigilants à la rédaction, mais nous avons une volonté d'avancer sur la définition du viol dans le code pénal. Et en effet, le procès Pellico, s'il devait y avoir un débouché politique, eh bien, c'est bien celui-ci, puisqu'il y a un sujet en effet sociétal. Et l'idée, ce n'est pas de retirer quelque chose, mais bien d'ajouter quelque chose sur cette définition. Et bien entendu, de ne pas mettre le projecteur sur la victime, mais bien sur l'agresseur. Concernant les sujets
Quelle autre question j'ai eue sur les pratiques sportives? Vous m'avez parlé, Madame la Présidente. Donc c'est vrai que les JO, ça a été un bel exemple de parité. Ça a été un exemple, un moment d'engouement pour la France et pour les Français. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le COJO Paris 2024 a obtenu le label Terrain Égalité. Mais si nous avons coutume de dire que les Jeux Olympiques 2024 ont été un formidable accélérateur d'égalité entre les femmes et les hommes, nous ne devons pas baisser la garde, car plusieurs défis nous attendent, notamment dans la mixité dans les instants de décision, la mixité dans la pratique du sport, la mixité dans le sport de niveau et dans les exercices de ces métiers. Et pour parvenir à l'égalité, et comme dans d'autres milieux professionnels ou culturels, on doit réunir les conditions d'accueil des femmes, de toutes les femmes. Et aussi, donc, dans la continuité de MeToo Sport, nous devons absolument éradiquer du sport les violences sexistes et sexuelles et le sexisme en général, qui est terreau de violence. Et avec mon collègue Gilles Averrousse, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, nous veillerons à ce que ce changement culturel amorcé par le mouvement sportif à l'occasion des Jeux Olympiques se poursuive et fasse vivre un véritable héritage des Jeux. Donc la cellule Signal Sport, qui fait déjà un travail énorme pour recueillir les signalements et mener les enquêtes d'honorabilité. Du reste, depuis la loi de mars 2022, la prévention des violences sexistes et sexuelles est obligatoire dans tous les cursus de formation des métiers du sport. Mais je suis heureuse de vous annoncer que la MIPROF a conçu un guide pour les sportifs qui paraîtra le 19 novembre 2024. Donc c'est un sujet qui est important et que nous allons suivre avec précision. Concernant l'éducation, j'en ai déjà parlé, en effet, avec la ministre de l'Éducation nationale. Nous allons travailler de concert pour faire en sorte que cette loi de 2001 puisse enfin être appliquée. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Peut-être pourrons-nous poursuivre avec Amélia Lacrafi. Si on peut être sur 1 minute, s'il vous plaît. On va donner la parole peut-être à nos collègues et Madame la Ministre répondra à l'ensemble, s'il vous plaît. Oui, mais d'autres aussi. Donc, du coup, on fait une seule réponse de la Ministre et puis chacun pourra regarder en différé. Merci. Merci Madame la Présidente et merci beaucoup Madame la Ministre d'être présente avec nous aujourd'hui. Ça va être un peu difficile sur 1 minute, mais je vais essayer. Je voudrais vous remercier pour vos propos liminaires qui ont su démontrer votre engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cependant, comme il est désormais coutume pour moi, à chaque nouvelle prise de fonction à ce poste, je souhaite attirer votre attention sur 2 angles morts persistants dans nos politiques publiques d'égalité qui concernent directement nos compatriotes établis à l'étranger, dont l'INSEE évalue le nombre à près de 4 millions de personnes, avec la moitié étant des femmes. Le premier que je souhaite soulever ici est la vulnérabilité spécifique auquel s'exposent les conjoints suiveurs, qui sont 9 fois sur 10 des femmes. Et donc ces femmes ont des interruptions de carrière. Souvent, dans certains pays, elles n'ont pas le droit de travailler, ce qui augmente leur dépendance économique et leur fragilité. Le second point concerne la situation des femmes victimes de violences conjugales à l'étranger. Comme vous le savez, nous avons échangé directement sur ce sujet et je tiens à vous en remercier très sincèrement pour votre écoute attentive. Depuis 2019 et le Grenelle des violences conjugales, des avancées notables ont été réalisées pour faire sortir ce problème de l'ombre. Le réseau consulaire en première ligne sur l'accompagnement s'est formé et j'en remercie la direction des Français de l'étranger pour son implication. Des associations d'accompagnement ont vu le jour, mais elles demeurent très fragiles en raison de l'absence de ligne budgétaire dédiée qui menace leur pérennité. Sur ces 2 sujets, je suis convaincue que nous pouvons travailler davantage ensemble sans nécessairement mobiliser de nouveaux moyens, avec notamment en collaboration avec les acteurs engagés de l'écosystème des Français à l'étranger, des grands groupes, et je voudrais remercier le Syndex de s'intéresser à ces sujets, des associations et des antennes spécialisées. Je sais que des solutions sont à portée de main, à condition que ces enjeux soient véritablement portés et je voudrais dire même incarnés. C'est pourquoi, plus qu'une simple question, je fais appel à vous aujourd'hui pour qu'ensemble nous fassions de ce sujet une priorité concrète. J'ai eu la chance de percevoir une réceptivité dans vos propos liminaires à destination de nos compatriotes à l'étranger et je voudrais vous en remercier vivement. Merci, chers collègues. Pour la parole à Céline Calvez.
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez déjà pu vous exprimer sur la budgétisation intégrant l'égalité. Mais je voulais revenir sur ce point, signaler qu'on avait en mai 2023 adopté à l'unanimité au sein de cette délégation aux droits des femmes ce rapport. Et ce rapport fait avec Sandrine Josso, il pointait une nécessité d'impulsion politique, un cadrage juridique ainsi que des éléments de méthodologie. L'impulsion politique, et vous l'avez rappelé, le ministre des Comptes publics à l'époque l'avait déjà impulsé. Puis, on a pu lancer un travail sur de la méthodologie, mais entre-temps, on a quand même ancré un cadrage juridique sur la loi de finances 2024. On attendait un rapport sur 2025, sur la loi de finances 2025. Or, il n'y est pas. Si le DPT fait mention d'une avancée sur la budgétisation, si le PAP en fait une mention, il n'y a pas le rapport qui, normalement, doit accompagner ça. Alors, bien sûr, les circonstances peuvent être à déplorer, mais en attendant, et vous avez parlé d'un comité interministériel sur l'égalité, et bien sûr, on se réjouit qu'il puisse être à nouveau réuni, mais d'ici là, est-ce que nous pourrions, grâce à votre impulsion, voir le rapport qui a été pondu sur la méthodologie par les inspecteurs généraux des finances et des affaires sociales être publié, parce qu'il regorge de beaucoup de solutions et qui pourrait être vraiment... Donc ça, ce sera ma première question. Et ma deuxième question, c'est souligner que dans ce rapport, nous avions été inspirés par les collectivités locales et que nous avons fait des suggestions pour impliquer les collectivités locales. Il faut que l'État soit exemplaire si on veut pouvoir les inciter. Elles aussi, elles ont des choses à nous apprendre sur la façon dont on peut, tout au long du processus budgétaire, faire que chaque euro dépensé le soit en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, la parole est à André Touregna. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, on n'a jamais éduqué les gens à coups de code pénal et voilà pourquoi l'enseignement à la vie affective et sexuelle est indispensable dans le contexte notamment que nous connaissons de taux de féminicide, indispensable pour lutter contre les préjugés sexistes, pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. Vous vous demandiez dans votre propos liminaire comment se fait-il que la loi de 2001 ne soit toujours pas appliquée partout. Alors, pour vous faire gagner du temps, je vous donne la réponse. 12 millions d'élèves pour 8 000 personnels de santé, alors qu'il en faudrait 15 000. Des établissements scolaires souvent éloignés des associations. Des formations d'enseignants basées sur le volontariat et planifiées hors temps de travail. Un enseignement inscrit ou pas, selon la volonté des chefs d'établissement dans le second degré. Donc, vous disiez il y a quelque temps, il est temps de passer de la déploration à l'action. Moi, je vous dis chiche. En plein débat budgétaire, nous voulons des actes. Quelle marge de manœuvre avez-vous pour travailler de concert avec le ministre de l'Éducation nationale pour faire en sorte que cet enseignement soit inscrit dans tous les emplois du temps des élèves et non pas sur proposition du chef d'établissement? Et quelle marge de manœuvre aussi avez-vous auprès du ministre de l'Éducation nationale et du budget pour faire en sorte que ces moyens humains, 15 000 personnels de santé, soit en effet, voient enfin le jour. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Marie-Pierre Rixin. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Heureuse de pouvoir vous entendre ici. Madame la Ministre, moi je souhaiterais vous interroger sur la place des femmes dans les entreprises. Vous savez que la pleine participation des femmes à l'échelle mondiale dans les entreprises et à notre vie économique permettrait un ajout au PIB mondial de 28 400 milliards de dollars, soit 26% de PIB supplémentaire. Or, dans le même temps, l'Union européenne, où en effet, à l'échelle de l'Union européenne, il y a 13% d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, raison pour laquelle l'Union européenne, vous le savez, s'est attelée à prendre un certain nombre de dispositions, dont la directive sur les rapports de développement durable des entreprises, dite directive CSRD. Or, dans le journal du dimanche, de dimanche dernier, le Premier ministre déclare, peut-être en
en cédant aux sirènes du backlash ESG ou de la gender fatigue que l'on entend en ce moment de la part d'un certain nombre de responsables, eh bien, dit vouloir un moratoire, notamment sur la mise en œuvre de cette directive qui était en place depuis le 1er janvier. Or, vous savez que dans cette directive, il y a toute une sorte de disposition concernant notamment le G, à savoir notamment la place des femmes dans les instances de direction, mais également dans les boards, les inégalités salariales. Et donc, il nous semble important de pouvoir avoir votre point de vue sur ce point. Allez-vous vous engager à peut-être échanger avec le Premier ministre afin qu'il revienne sur cette décision de moratoire concernant cette directive qui, je crois, serait délétère dans cette période, en effet, que nous connaissons de backlash. Et Madame la Présidente, si vous le permettez, je souhaiterais rebondir sur le sujet de la carte des familles monoparentales. Il se trouve qu'il y a 15 jours, je visitais une start-up, je vous invite à visiter, Madame la Ministre, qui s'appelle Commune, qui est à Poissy, qui n'est pas sur ma circonscription, mais qui est un formidable projet et qui vise notamment à accompagner les familles monoparentales, disons, de niveau social moyen, mais qui n'arrivent pas à se loger dans des logements sociaux. Et la plupart de ces familles avec lesquelles j'ai échangé, il y avait là 5 familles monoparentales, toutes travaillant, et toutes m'ont demandé à quel moment la carte famille monoparentale serait mise en œuvre. Pas une ne m'a imaginé que cela pouvait être remis en question. Je n'imagine pas leur déception à la lecture du Parisien. Et donc, vous rappelez peut-être aussi que cette carte, au-delà d'être un simple bout de papier, est une carte à laquelle sont rattachés un certain nombre de droits, comme elles le sont d'ailleurs pour les familles nombreuses. Merci. Et notre dernière prise de parole, Gabrielle Catala. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je vous ai entendu parler dans votre présentation de féminiser les métiers scientifiques et j'entends des collègues qui nous parlent de l'égalité salariale dans les grandes entreprises, mais que comptez-vous faire pour les métiers féminisés ? Ce sont les catégories de métiers occupées à plus de 65% par des femmes et 70% des femmes les occupent. Ce sont les métiers les plus pénibles, les plus précaires, les plus déconsidérés, les plus invisibilisés. Pourtant, il s'agit des métiers les plus utiles, ceux de la première ligne. Pour la minorité présidentielle à laquelle vous appartenez, ce sont des métiers de gens d'en bas ou de gens qui ne sont rien. Pour que les femmes qui exercent ces métiers soient mieux protégées par le Code du travail, que leur pénibilité soit reconnue et qu'elles puissent partir à la retraite de manière anticipée, nous avons des propositions concrètes. La première est de créer des facteurs de risque professionnels liés aux contraintes émotionnelles inhérentes. Par exemple, les métiers en lien avec les personnes handicapées, les métiers de l'éducation, du soin, afin que la pénibilité des personnes qui sont au quotidien avec des publics en souffrance soit prise en compte à la fois dans le secteur privé et pour les agents de service public. Nous souhaitons ensuite modifier la définition des facteurs de risque professionnels afin de mieux prendre en compte les spécificités des métiers féminisés et enfin de rétablir les 4 facteurs de risque supprimés par Emmanuel Macron et Muriel Pénicaud par ordonnance en 2017. Je porterai une proposition de loi le 28 novembre pour défendre ces propositions lors de la niche parlementaire du groupe Insoumis. Ma question est simple. Qu'en pensez-vous ? Vous engagez-vous à soutenir ce texte pour les millions de femmes qui tiennent le pays debout ? Et une dernière prise de parole, Sarah Legrain. C'est bon. Merci de me le permettre, Madame la Présidente. C'est en fait une petite question d'actualité. Madame la Ministre, on vient d'avoir dans l'hémicycle un vote pour la défiscalisation de la pension alimentaire, puisqu'il avait beaucoup été question ici de familles monoparentales. Il y a la question de la carte solo. Je voulais savoir, parce que ce vote-là, de ce que je vois, n'était pas soutenu par le gouvernement et la majorité, la minorité présidentielle. Et donc, je voulais savoir si on pouvait compter sur vous pour que cette défiscalisation puisse avoir lieu, parce que c'est une revendication importante des mères isolées depuis un moment. Et il y a déjà eu un premier vote qui n'a finalement pas donné lieu à une application. Allez, dernier rebond. Et je souhaiterais préciser dans ce cadre-là que le groupe Ensemble pour la République a également déposé un amendement pour défiscaliser notamment les pensions compensatoires versées au-delà de 12 mois et que cet amendement a été également adopté par scrutin public. Merci à vous. Alors, on reprend tranquillement la suite des réponses. Je rappelle que nous avons un bureau à 18h. Madame la Ministre, je ne sais pas si vous pouvez répondre à l'ensemble de ces propositions en une dizaine de minutes, ce serait parfait. Je vous remercie.
Je vous remercie. Concernant les femmes, enfin pas que les femmes, d'ailleurs, nos concitoyens et concitoyennes qui habitent à l'étranger, en effet, nous en avons parlé, Madame la députée. Je suis tout à fait partante pour travailler avec vous sur ce sujet, et notamment avec les entreprises et les syndicats qui sont prêts à travailler sur le conjoint accompagnant, comme vous dites, et les gens qui sont en difficulté. Et je pense que c'est un travail qu'il faut faire assez en amont avec l'ensemble de ces entreprises, sur des chartes dont vous m'avez parlé, sur un accompagnement précis, sur la possibilité de retour en cas de séparation, et que les femmes ne se retrouvent pas en grande difficulté, et en plus loin de leur famille et à l'autre bout du monde. Donc c'est un sujet sur lequel... je souhaite travailler et auquel je suis sensible. Concernant l'éducation nationale et la formation et l'application de la loi de 2001, comme je l'ai dit, je m'engagerai avec la ministre de l'Éducation nationale à travailler sur ce sujet, et je dois la voir à ce sujet dans les jours qui suivent pour travailler et regarder quelles sont en effet les modalités de mise en place de ces cours. Mais il est clair, et elle a fait une déclaration de ce sujet, qu'elle souhaite également faire avancer, et que ces 3 séances obligatoires à mettre en place dans les établissements puissent être enfin effectives. Donc ça fait partie des projets sur lesquels nous allons travailler. Et concernant le congé menstruel, même si Madame la députée est partie, en effet, c'est un sujet pour beaucoup de femmes qui peut perturber qui peut perturber les conditions de travail, et en fait qui peuvent être une cause d'absentéisme au niveau dans les entreprises. Il me semble que au niveau du législateur français, les dernières propositions de loi ont été rejetées par le Parlement. Et je ne suis pas sûre que la réponse doive être législative d'ailleurs, et je préfère plutôt encourager l'idée du dialogue social, là où c'est possible, avec les entreprises. Concernant le sujet du rapport que vous souhaitez qu'il soit publié, écoutez, j'en prends note, et je vais en parler avec mes collègues de Bercy pour pouvoir en effet le publier prochainement. Et que, enfin, moi, pour être tout à fait honnête, j'en ai pas eu du tout écho. Donc, je suis intéressée de le lire, et je m'engage aujourd'hui à voir mes collègues de Bercy pour faire en sorte qu'il soit publié. Les autres questions? Oui. Déjà publié. Je ne peux pas m'engager sur quelque chose que je n'ai pas lu. Comme sur le vote dont vous venez de me parler à l'Assemblée, je n'étais pas à l'Assemblée, donc je serai prudente, et j'attendrai de voir ce qui s'est passé pour me prononcer. Madame la députée Rixain, vous savez que je suis très sensible au sujet d'égalité salariale dans les entreprises, de l'index professionnel, du travail que vous avez effectué sur ces sujets. J'y serai attentive, et je vais regarder précisément, et je m'engage à aller en parler en effet avec le Premier ministre sur ces points. Ça me paraît très très important, et je sais qu'il y a un travail déjà important qui a été fait. Alors il y a eu la loi Copé-Zimmermann en 2011, ça fait un moment, mais vous avez travaillé récemment sur des propositions. Il y a l'index Pénico en effet, il y a eu cette adaptation de la directive européenne. En tous les cas, c'est un sujet sur l'égalité salariale, le monde professionnel plus généralement, et la place des femmes dans le monde professionnel qui est important, qu'il s'agisse des métiers dits, comme je l'ai dit, vous n'étiez pas là au début de mon intervention, mais j'ai parlé de mon intérêt sur les filières scientifiques pour les filles, puisque je considère, et je le constate puisque je viens de ces filières-là, que ce sont les métiers les plus rémunérateurs, et c'est là qu'on voit le moins de femmes. C'est un travail sur lequel je souhaite travailler beaucoup. Et d'ailleurs, il me semble que le Sénat va lancer un rapport à partir du mois de février sur cette thématique. Donc, nous travaillerons ensemble avec le Sénat. Et concernant les métiers féminins, en effet, ce sont des métiers, ceux que vous citez, Madame la députée, sont des métiers peut-être plus à risque. Je me pencherai sur le sujet, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de travailler sur les métiers mieux payés, d'ailleurs, qui sont réservés aux hommes. À chaque fois, on se demande pourquoi il y a moins de femmes. Mais en état
comment dire, mais la réalité, c'est qu'en effet, énormément de métiers dits du soin, on va dire, et des métiers sont portés par les femmes, donc j'y porterai une attention particulière. Vous pouvez compter sur mon engagement. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour clore en fait notre séance. Vous dire que l'ensemble des sujets qu'on a évoqués, votre bureau a déjà acté donc le redémarrage de la mission sur l'introduction du consentement dans la définition du viol. Nous allons acter ensuite un deuxième sujet, parmi lesquels les sujets de famille monoparentale, la parentalité ont été évoqués, également la question de l'éducation. Et donc je vous annonce notre prochain rendez-vous le 6 novembre à l'issue des QAG pour recevoir notre ministre, pour faire l'examen du rapport sur le projet de loi de finances dans un premier temps. Et nous sommes engagés dans une détermination de rendez-vous avec la ministre de l'Éducation dans le courant du mois de novembre, également le ministre de la Justice, vraisemblablement la semaine du 25 novembre. Voilà un peu les différents éléments que nous avons pour donner de la visibilité. Et pour faire les choses dans le bon ordre, je soumets à votre vote, mesdames, messieurs les membres, si vous voulez bien rester encore quelques minutes pour nommer nos deux co-rapporteurs sur le projet de loi de finances pour 2025, Madame Céline Thiébaut-Martinez et Madame Julie Delpech, qui ont été désignés par leurs groupes respectifs. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour voter pour cette nomination ? Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, mesdames, vous êtes nommées nos co-rapporteurs. Bons travaux à vous. Je vous remercie. Notre séance est levée. Madame la Ministre, je vous remercie infiniment pour cette première rencontre. Merci à vous. Au revoir. Merci.